Bienvenue à tous nos téléspectateurs sur Franc-Parler, le nouveau format proposé par la chaîne de Reprenons le contrôle. Aujourd'hui, j'accueille Antoine, qui est animateur de la pétition donc Référendum UE. Antoine, tu as 31 ans, tu es marié, tu es juriste, et donc tu es venu en partant de la pétition, donc effectivement proposant un référendum sur la sortie de l'Union européenne ou un référendum sur notre appartenance à l'Union européenne, nous exposer quelques points justement liés à cette organisation dont nous parlons tant. Est-ce que tu peux nous proposer une présentation de la pétition? Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Tout à fait, donc merci déjà pour l'invitation. Alors cette pétition s'inscrit dans une logique de faire une sorte de bilan de l'Union européenne. C'est-à-dire que le dernier référendum qui a eu lieu s'est tenu en 2005. Ma génération n'a jamais voté pour un référendum tout court, et encore moins sur l'Union européenne. L'Union européenne qui a été créée, on le rappelle, en 92 au moment du traité de Maastricht et dont le bilan n'a jamais été fait. Il serait donc normal, d'un point de vue démocratique, de permettre aux gens de se prononcer sur ce bilan-là. Alors, il ne s'agit pas nécessairement de voter pour la sortie de l'Union européenne, même si on verra dans l'entretien, c'est une position que je prendrai personnellement, mais tout simplement de poser la question aux Français. Et les gens qui sont favorables à l'Union européenne, mais qui souhaiteraient que ce débat ait lieu, sont tout à fait invités à signer la pétition, et il y en a d'ailleurs parmi nos signataires. Dans le cadre de cette pétition, a été organisé un événement, donc la Fête de la démocratie en 2021, lors duquel sont venues différentes personnalités qui sont signataires de la pétition. Et je profite de cette invitation pour inviter tous les téléspectateurs de la chaîne à signer cette pétition, pousser, en parler autour d'eux, voilà, de manière à ce que ça puisse peser dans le débat public. Oui, nous le mettrons en description, nous mettrons en description un lien effectivement pour rejoindre cette pétition. Donc si j'ai bien compris, la pétition a deux objectifs. À la fois un appel à davantage de démocratie directe et donc à la participation du peuple, quel que soit d'ailleurs le sens du vote. Et deuxièmement aussi, un appel à interroger la place de l'Union européenne, voire même à interroger la place de la France au sein de l'Union européenne au travers d'un référendum. Tout à fait. L'idée, c'est de présenter 10 points de manière assez synthétique qui vont embrasser un peu tout le spectre politique. C'est-à-dire que les gens de gauche, les gens de droite peuvent se retrouver dans les différents points et de faire une synthèse d'éléments qui devraient au moins amener à questionner notre appartenance à l'Union européenne et on fera un bilan à la fin des pour et des contre la sortie. L'Union européenne nous coûte un pognon de dingue. À quel titre est-ce que je peux faire cette affirmation ? Eh bien, ce qu'il faut savoir, c'est que l'Union européenne fonctionne comme une pompe aspirante. En réalité, elle ne produit rien. Elle aspire de l'argent des différents États et elle les redistribue aux États, à des associations, à des régions, selon les besoins. Pour comprendre cette affirmation, prenez par exemple le cas de la France. La France est ce qu'on appelle contributrice nette. Ça veut dire quoi ? Eh bien, ça veut dire que la France donne plus d'argent qu'elle n'en reçoit. Pour être assez précis, la France a donné 27 milliards d'euros à peu près au budget de l'Union européenne et elle en a reçu 17, ce qui fait qu'on a un delta de 10 milliards. Pour donner un ordre d'idée à vos téléspectateurs, parce que c'est des montants qui sont tellement importants qu'on n'arrive pas forcément à situer, ça représente à peu près 2 porte-avions avec les coûts de fonctionnement et 300 centres hospitaliers régionaux. Donc les gens qui ont vu la crise sanitaire et le manque de personnel et de moyens qu'on avait dans les hôpitaux peuvent remettre ce chiffre un peu en perspective. Alors comment fonctionne cette contribution au budget de l'Union européenne ? On a une première phase qui dépend de ce que l'État génère au niveau de son produit national brut. Ça, c'est assez simple à calculer. Et on a après ce que l'Union européenne appelle de manière impropre des ressources propres, qui consiste en quoi ? Eh bien, en fait, en réalité, à siphonner la base fiscale des États. C'est-à-dire qu'elle demande aux administrations fiscales des États de faire de la collecte d'argent pour elles-mêmes. Typiquement, les droits de douane, une partie de la TVA, la nouvelle taxe qui est née également sur les produits polluants ou les déchets. Et donc, en fait, c'est un racket qui est quand même extrêmement habile, parce que c'est jamais l'Union européenne qui vient chercher l'argent dans la poche des Français.
Donc, vous l'aurez compris, ce sont des sommes extrêmement importantes et ceci est payé tous les ans, de manière annuelle. Donc 10 milliards de moins dans les caisses de l'État tous les ans. Vous allez me dire, oui, mais la redistribution qui est faite est peut-être faite de manière tout à fait intelligente, adaptée à nos besoins, etc. Faisons un petit point là-dessus. Nous avons 9 milliards qui sont effectivement reversés à la France et qui sont destinés à la PAC. Avec ce que l'on vient de dire avant, vous comprenez que cet argent-là pourrait être directement financé par l'État français. On n'appellerait pas ça la PAC, mais j'en sais rien, la PAF, la politique agricole française. Et puis on aurait 9 milliards qui seraient attribués directement aux agriculteurs de la même façon. Il y a 1,5 milliard qui est attribué au développement des régions. Développement des régions dont on sait très bien qu'elles prennent une tournure autonomiste pour certaines, régionalistes pour d'autres, mais qu'elles remettent en question l'autorité de l'État et tout simplement le principe même de la démocratie nationale à leur échelle. Et elles le font avec des fonds européens sur lesquels on pose un drapeau européen, alors qu'ils proviennent en réalité des contribuables français. Autre point qui m'a amusé en regardant un petit peu le budget européen, je ne sais pas si vous saviez qu'il y avait 1,3 milliard 300 millions qui étaient attribués à un fonds qu'on appelle Horizon Union Européenne, qui est un fonds de développement et de recherche, mais dans lequel il y a une partie, un volet qui s'appelle créativité et inclusion. Et dans ce volet, au titre de ce volet, ce fonds a pour vocation de promouvoir l'identité européenne. Il faudra m'expliquer ce que c'est que l'identité européenne déjà d'une première part. On fait la promotion d'une identité européenne. Lutter contre le populisme. On sait que le champ du populisme est extrêmement large. Qu'est-ce que ça veut dire, lutter contre le populisme? On lutte contre quoi? Et également canaliser les réseaux sociaux et leur impact sur la démocratie. Pour le dire très simple, il s'agit de censurer le plus possible les réseaux sociaux et de maintenir une adhésion à l'Union européenne le plus possible. C'est un fonds de propagande, en fait, pour 1,3 milliard. Ce budget de l'Union européenne est également géré de manière directe par la Commission européenne à hauteur de 18%. Ce qui est énorme, c'est-à-dire que sur 18% du budget, les États n'ont pas leur mot à dire. C'est la Commission européenne qui le gère directement. Sur le reste, c'est de manière copartagée. Et on verra un peu plus tard que le copartage est plutôt en faveur des institutions européennes. Ce qu'il faut également ajouter dans ce budget de l'Union européenne, fait 182 milliards à peu près, c'est qu'il y a 7% qui concernent les frais de fonctionnement. Les frais de fonctionnement, c'est quoi? Ce sont les fonctionnaires européens, les commissaires européens, les parlementaires européens, leurs retraites, qui sont extrêmement bien traitées et qui représentent à peu près du coup 12 milliards 700 millions d'euros et qui va aller croissant parce que les frais de fonctionnement ne vont pas diminuer, parce que les entrées dans l'Union européenne vont continuer de se faire avec des pays qui contribueront toujours moins et on a un gros contributeur qui est sorti, qui est le Royaume-Uni. Alors, quand on vous dit que l'Union européenne vous donne de l'argent, pensez que c'est faux. D'une part, c'est nous qui le finançons. D'autre part, ça parle dans une grande lessiveuse. Et au passage, il y a tout un tas de personnes qui se servent, à hauteur de 7%. L'évasion fiscale. Alors, pourquoi parler d'évasion fiscale lorsqu'on parle de l'Union européenne? Eh bien, il faut avoir à l'esprit que l'Union européenne est basée sur 4 grandes libertés. Liberté de circulation des personnes, des biens, des marchandises, des services et des capitaux. Sur le principe de ces 4 libertés, l'Union européenne va permettre des schémas qu'on appelle d'optimisation fiscale, c'est-à-dire qu'ils sont légaux. Pour vous expliquer de manière assez simple la chose, lorsqu'on a des sociétés, des groupes de sociétés, eh bien le but du jeu, c'est de localiser le profit que l'on réalise dans un pays où il y a une fiscalité qui est faible, et de réaliser son chiffre d'affaires dans un pays où la fiscalité est plus forte parce qu'on va avoir un marché plus important. Pour vous donner des ordres de grandeur, on connaît certains pays comme étant dits des paradis fiscaux. Il y en a qui échappent un petit peu au radar. Prenons par exemple le cas de la Bulgarie. Il faut savoir que l'impôt sur les sociétés en Bulgarie est de 10%.
quand en France, il est de 25%. Bon, il y a un taux réduit à 15%, mais qui est assez vite dépassé. Donc, on voit l'intérêt de faire ça. Alors, comment ça fonctionne? Eh bien, vous avez une société, par exemple un GAFAM, qui va localiser sa marque en Bulgarie ou en Irlande, hein, c'était surtout le cas en Irlande, et qui va refacturer des royalties à ses filiales françaises ou aux autres sociétés du groupe françaises, allemandes, belges, italiennes, de manière à faire remonter le bénéfice dans le pays où la fiscalité est faible, ce qu'on appelle des prix de transfert. Ça peut fonctionner également avec ce qu'on appelle des sociétés holding qui vont facturer des services, puisqu'il y a une liberté de circulation des services dans l'Union européenne, et qui vont facturer ces services donc aux sociétés dans les pays où la fiscalité va être importante. C'est le premier point. Il y a également un schéma d'optimisation fiscale qui se rapproche plutôt en réalité d'un schéma d'évasion fiscale pour les personnes physiques. Vous devenez résident fiscal d'un pays à partir du moment où vous résidez sur place pendant au moins 6 mois. Si je reprends mon exemple de la Bulgarie, vous avez un impôt sur le revenu là-bas qui est proportionnel et qui est de 10%, et sur les dividendes, il est de 5%. En France, vous comparez l'impôt sur le revenu des personnes physiques, la tranche la plus élevée est de 45%, et sur les dividendes, vous avez maintenant une tranche fixe qui, avec impôt et cotisation sociale, fait 30%. En Bulgarie, vous n'avez pas d'impôt sur les successions, vous n'avez pas d'impôt sur les crypto-monnaies, sur les plus-values que vous faites là-dessus. Donc un schéma qui est tout à fait permis par la liberté de circulation. Et après, vous pouvez, sur les 6 mois où vous n'êtes pas sur place, vous déplacer au niveau de l'Union européenne. Troisième schéma, là pour le coup réellement de fraude fiscale, et c'est un peu technique donc je ne vais pas rentrer dans les détails, j'invite les gens à aller se renseigner s'ils souhaitent en savoir plus, la fraude à la TVA avec notamment le système carrousel qui coûte entre 40 et 60 milliards par an. Énormissime comme montant, et qui est directement permis par les règles de fonctionnement de la TVA au sein de l'Union européenne, et avec notamment le principe de l'autoliquidation. Enfin, vous allez avoir toute une partie du personnel politique, et notamment à gauche, qui vont vous dire « mais ces règles-là, on va les changer, parce qu'on va changer l'Europe et on va mettre en place une harmonisation fiscale de manière à ce que la fiscalité des différents pays soit alignée ». Alors sachez qu'il y a une règle impérative dans le fonctionnement de l'Union européenne, c'est qu'en matière fiscale, tous les États ont un veto. Il faut l'unanimité des États pour changer ces règles. Ce qui veut dire que ces pays qui gagnent énormément d'argent par cette fiscalité, ce dumping fiscal dont ils font preuve, ne vont jamais, pour vos beaux yeux, consentir à abandonner cette stratégie de développement. Et donc, on n'aura jamais d'Europe qui luttera contre cette évasion fiscale. Le dumping social. Qu'est-ce que c'est que le dumping social? Alors, il faut rappeler au préalable que l'Union européenne est fondée sur 4 libertés fondamentales. Liberté de circulation des personnes, liberté de circulation des marchandises et des biens, liberté de circulation des services et liberté de circulation des capitaux. Qu'est-ce que ceci entraîne? Eh bien, cela entraîne ce qu'on appelle une délocalisation. Alors, une délocalisation, c'est quoi? Une délocalisation, c'est une entreprise qui a ses locaux dans un pays, par exemple en France, et qui va décider de déplacer son site de production dans un autre pays, prioritairement dans l'Union européenne. On parle souvent des délocalisations en Asie, mais il faut savoir que la première destination des entreprises qui délocalisent, c'est au sein de l'Union européenne. Alors pourquoi ces entreprises vont-elles délocaliser? Il s'agit ici de faire un point sur les différences de niveau de revenus au sein de l'Union européenne. Pour prendre quelques exemples assez parlants. En France, le SMIC est de 1 709 € par mois, avec un coût horaire de 38,40 €. Si je compare avec la République tchèque, qui est un pays avec une très forte industrie, on a un SMIC de 714 € pour 15,10 € de l'heure de coût horaire. Si je prends la Roumanie, nous avons un SMIC de 606 € avec un coût horaire de 8,10 €. Je prends la Bulgarie, 399 € avec un coût horaire de 6,90 €, ce qui fait 3 fois moins que le coût horaire français. Grosso modo, ça voudrait dire qu'un ouvrier français devrait produire 3 fois plus qu'un ouvrier bulgare pour être aussi rentable. Vous comprenez donc qu'il y a une volonté
des entreprises de délocaliser dans ces pays-là de manière à augmenter leur rentabilité. Alors, on pourra me rétorquer, oui, mais ces pays voient quand même leur niveau de revenus augmenter. C'est vrai, et il faut le dire, ce niveau de revenus augmente, mais pas assez vite. Et donc, il y a toujours un décalage entre ces pays et la France. Et puis, il faut se dire qu'on trouvera toujours plus pauvres ailleurs. Parce qu'aux frontières de l'Union européenne, il y a l'Ukraine. L'Ukraine, c'est un SMIC de 200 €, de moins de 200 € par mois, avec un coût horaire de quelques euros. Et donc, il est impossible de demander une harmonisation à des pays dont la croissance repose justement sur ce dumping social, d'aller se sacrifier pour nos beaux yeux. Vous comprenez très bien l'empressement de certains à vouloir faire rentrer l'Ukraine dans l'Union européenne. Alors gardez bien à l'esprit une chose, c'est que lorsqu'on vous dit oui, mais en matière sociale, on arrivera à faire cette Europe sociale, on arrivera à changer les règles, on arrivera à harmoniser ces niveaux de rémunération pour qu'on n'ait plus ces délocalisations. Eh bien non. Pourquoi? Parce qu'en cette matière, eh bien, il faut l'unanimité des États membres. Et il paraît illusoire de croire que pour les beaux yeux de Manon Aubry ou de Raphaël Glucksmann, on va avoir des États dont toute la croissance repose justement sur ce dumping social, qui se sacrifient et qui vont y renoncer. C'est totalement illusoire et cela n'arrivera jamais. L'euro, monnaie unique ou monnaie tragique? Eh bien, pour répondre à cette question, posons-nous déjà la question de ce qu'est l'euro. Alors l'euro, il faut un petit peu le distinguer de l'Union européenne, parce que vous le savez peut-être déjà, mais il y a des pays qui sont dans l'Union européenne et qui ne sont pas dans l'euro, et vous avez des pays qui ne sont pas dans l'Union européenne et qui ont l'euro comme monnaie. Alors, l'euro, qu'est-ce que c'est? Eh bien, l'euro, en réalité, c'est un ensemble de monnaies, au pluriel, qui sont gardées par les États qui ont cette monnaie ayant cours légal sur leur territoire, et qui ont toutes une parité de 1 pour 1 en termes de taux de change. Ici, faisons une petite aparté sur ce qu'est un taux de change. Un taux de change, c'est quoi? C'est combien vaut la monnaie lorsque l'on souhaite l'échanger avec la monnaie de référence, qui est le dollar. Alors, vous avez deux types de taux de change possibles, un taux de change fixe ou un taux de change flottant. Le taux de change fixe, c'est quoi? C'est quand vous avez un État ou une banque centrale qui dit notre taux de change par rapport au dollar, il est de temps, extrêmement dirigiste. Le grand État dans le monde qui a un taux de change fixe, c'est la Chine. Ce qui pose d'ailleurs un certain nombre de problèmes de dévaluation artificielle de sa monnaie. Sinon, la plupart des économies des pays du monde ont un taux de change flottant. Alors le taux de change flottant, il flotte par rapport à quoi? Eh bien, il va flotter et s'apprécier ou se déprécier par rapport au dollar en fonction de 4 facteurs. D'abord, la balance commerciale, c'est-à-dire la quantité d'échanges de biens et de services que l'on a avec l'extérieur. Plus vous avez une balance commerciale qui est positive, c'est-à-dire plus vous exportez de biens, plus votre monnaie va s'apprécier. Il y a également l'émission monétaire. Plus vous émettez de monnaie dans votre territoire, et plus votre monnaie va pour le coup avoir tendance à se déprécier. Il y a également deux autres facteurs qui sont l'investissement étranger dans votre pays. Plus les capitaux étrangers vont venir, plus il y aura une demande pour votre monnaie, plus elle va s'apprécier. Et enfin, le quatrième, qui est un facteur purement psychologique, c'est la confiance dans la monnaie, la stabilité de l'État, sa capacité à payer ses dettes, etc. Alors, dans le cas de l'euro, nous avons donc une parité fixe entre les différents pays de la zone. Ce qui veut dire que peu importe qu'il y ait une variation de l'un de ces 4 facteurs que je viens de vous évoquer entre ces pays, eh bien, ce taux de change ne va pas changer. Il est maintenu artificiellement à 1 pour 1. De plus, la Banque centrale européenne, qui gère l'euro et la politique monétaire, est indépendante des États. Et donc, elle a un cap qui est tracé par les traités et les États ne peuvent pas l'enjoindre à changer ce cap et à réajuster ce problème-là. Ce qui veut dire, quand on y réfléchit, que l'Union européenne concentre le pire du libéralisme et le pire du communisme,
puisqu'elle prévoit effectivement une banque centrale indépendante des États, donc qui empêche le dirigisme, mais que de manière totalement artificielle, elle va imposer des économies à aligner leurs monnaies les unes sur les autres, ce qui revient à imposer des conditions identiques à des pays dont les économies sont différentes. Vous avez sans doute déjà entendu cette métaphore avec l'euro, qui est de dire que l'on impose la même taille de vêtements à tous les pays. Si on faisait une comparaison avec le mode d'habillement, qui serait de dire à un pays qui devrait mettre du XL, eh ben, tu mettras du médium, et un pays qui devrait mettre du XS, eh ben, tu mettras du médium. Résultat, tout le monde est mal fagoté, ça ne fonctionne pas, et on a des distorsions économiques qui se créent. L'autre gros écueil de l'euro, c'est qu'il empêche d'avoir une politique macroéconomique ambitieuse. Pourquoi? Parce qu'elle retire à l'État l'un des leviers importants qui est celui du contrôle du crédit via sa banque centrale. Je vais prendre un exemple qui est assez parlant pour les gens aujourd'hui. Vous avez sans doute remarqué qu'il est devenu extrêmement compliqué de contracter un emprunt pour pouvoir acheter un bien immobilier. Eh bien, ceci dépend directement de la politique de la Banque centrale européenne. Pourquoi? Afin de réguler l'inflation, qui est la règle majeure de la Banque centrale européenne, vraiment c'est son mantra, eh bien, elle a décidé de couper les vannes du crédit après avoir injecté de l'argent énormément avec le quantitative easing, de manière à baisser l'inflation. Et lorsqu'on a posé la question à la BCE, oui, mais le problème c'est que pour le marché immobilier français, eh ben, nous on a besoin de crédit, parce que sinon les gens ne peuvent pas acheter. Et la BCE a tout simplement répondu, mais en augmentant le crédit et le coût du crédit, donc les taux d'intérêt, et en empêchant les ménages français d'emprunter, eh bien en fait on va faire baisser la demande, et donc on va faire baisser les prix de l'immobilier. Croyez-nous, c'est comme ça que ça va se passer. Et donc les ménages français aujourd'hui et les jeunes couples ne peuvent pas acheter pour cette raison-là, sachez-le. Et en plus, on constate que ça ne marche pas parce que les prix ne baissent pas suffisamment par rapport à ce qui a été attendu par la Banque centrale de l'Union européenne. Donc, on a une monnaie qui n'est pas alignée pour notre économie et qui l'empêche d'être compétitive, qui l'empêche d'avoir sa valeur réelle. Et l'on a en plus une monnaie qui nous empêche d'avoir une politique adaptée aux besoins et donc à ce que veulent les Français. Il est donc logique de poser la question de son existence. Immigration choisie, immigration subie ou immigration voulue? La question se pose avec l'Union européenne. Pourquoi? Eh bien parce que depuis le traité d'Amsterdam en 1999, la compétence migratoire a été retirée aux États. Aujourd'hui, ces décisions sont prises à la majorité qualifiée au Conseil de l'Union européenne, et ce qui signifie, pour être très clair, qu'un certain nombre d'États peuvent imposer à d'autres États une politique migratoire. Ce qui veut dire que des États peuvent imposer à la France sa politique migratoire. Vous avez un certain nombre de dispositions et de droits qui sont totalement ancrés maintenant dans le marbre du droit européen. On pense par exemple au regroupement familial, qui est le premier pourvoyeur d'immigration en France. Il fait l'objet d'une directive de l'Union européenne et donc ne dépend plus de la volonté de la France pour en changer les conditions d'application. On peut également parler du droit d'asile, qui dépend du règlement de Dublin. On peut également parler des conditions d'accès au titre de séjour qui sont également de la compétence de l'Union européenne. C'est-à-dire que les États ne peuvent même pas décider eux-mêmes de qui a le droit ou non de mettre le pied sur son sol et d'y rester. Ceci s'inscrit également dans le cadre de l'espace Schengen. Schengen, c'est quoi? C'est la liberté de circulation des personnes au sein de l'Union européenne. Il faut savoir que, contrairement à l'euro, il est obligatoire d'être dans Schengen lorsqu'on est dans l'Union européenne. Certains pays y rentrent avec un peu plus de délai que d'autres. La Bulgarie et la Roumanie ont fait notamment leur entrée effective dans Schengen cette année. Mais tôt ou tard, les pays finissent par y rentrer. Ce qui veut dire que si un pays n'a pas une politique migratoire stricte à ses frontières, eh bien, les immigrés qui y rentrent peuvent circuler librement à partir du moment où ils ont un titre de séjour dans cet État, dans le reste de l'Union européenne. Évidemment, il n'y a pas de contrôle aux frontières.
ce qui fait qu'une fois la première barrière passée aux frontières de l'Union européenne pour l'immigration illégale, eh bien, vous avez une totale liberté de circulation dans le reste de l'Union européenne. Ce qui fait que tant pour l'immigration légale que pour l'immigration illégale, l'Union européenne pose problème. Tout ceci n'a jamais été décidé par les Français. Ils n'ont pas eu leur avis, ils n'ont pas eu leur mot à dire sur la question. Est-ce que vous trouvez ça normal? Alors, certains vous diront qu'on pourra faire comme le Danemark et négocier ce qu'on appelle un opt-out et donc diriger nous-mêmes notre politique migratoire. Alors, il faut tout de suite faire litière de cet argument. Pourquoi? Parce que le Danemark a négocié son opt-out avant de rentrer dans l'Union européenne. Et oui, on ne peut pas changer les règles une fois qu'on est dedans, sauf à avoir l'unanimité des autres États. Jamais les États ne laisseront la France détricoter construction qui date de plusieurs décennies et qui n'est que le fruit d'un compromis de haute lutte, juste pour vous faire plaisir. Ou alors, je vous laisse imaginer les concessions extrêmement importantes qui vont être demandées. Donc, cette solution de l'opt-out est totalement à exclure. Enfin, notez bien, et là ce n'est pas moi qui le dis, mais l'ancien responsable de Frontex, l'Union européenne a une volonté de favoriser l'immigration. Je le disais au début de cette vidéo, l'immigration est voulue. Pourquoi? Parce qu'il y a une logique de combler le déficit démographique de nombreux États, et contrairement à ce que pourraient afficher les États de l'Est et notamment du groupe de Visegrad, il y a une volonté de faire venir de l'immigration pour combler le déficit démographique et l'accroissement naturel qui est largement en baisse dans l'Union européenne. Il me semble que cette question est capitale et que l'on doit poser la question aux Français de s'ils sont d'accord ou non avec ces politiques. Le fonctionnement, ou plutôt le dysfonctionnement de l'Union européenne. Comment fonctionne ce machin très abscon, très byzantin, que les gens n'arrivent pas forcément à appréhender? Alors ce qu'il faut savoir, c'est que l'Union européenne est bâtie sur ce qu'on appelle des traités. Les traités servent en quelque sorte de constitution à l'Union européenne. Elles en fixent les grandes règles, les grands axes. À la différence d'une constitution d'un État classique, les traités de l'Union européenne sont extrêmement vastes, ce qui fait qu'ils prévoient notamment des règles économiques, des règles macroéconomiques, des règles juridiques extrêmement précises, ce qui en fait un cadre très lourd et très important. Ces traités de l'Union européenne sont encadrés et leur respect est assuré par la Cour de justice de l'Union européenne. La Cour de justice de l'Union européenne, c'est quoi? Ce sont des juges qui vont sanctionner les manquements aux traités européens. La Cour de justice de l'Union européenne va être saisie par la Commission européenne. Tout le monde connaît, qui est un organe qui a plusieurs rôles, et notamment celui d'être la gardienne des traités. C'est également la Commission européenne qui a l'initiative en matière législative. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il n'y a pas d'autre organe au sein de l'Union européenne, y compris au Parlement européen, qui puisse proposer des textes qui vont recevoir ensuite une valeur juridique. C'est comme si en France, si vous voulez, il n'y avait que le gouvernement qui pouvait proposer des lois. Il y a également au sein de l'Union européenne le Conseil européen, à ne pas confondre avec le Conseil de l'Union européenne. Quelle est la différence entre les deux? Le Conseil européen est le Conseil des chefs d'État. C'est celui qui va donner les grandes orientations de la politique européenne. Chose importante, il ne statue qu'à l'unanimité. C'est le Conseil européen, notamment, qui prévoit les grandes orientations de politique économique, appelées aussi GOPE. Le Conseil de l'Union, lui, regroupe les ministres. Il va y avoir un Conseil de l'Union par domaine et par ministère. Pour vous expliquer un petit peu le processus législatif, vous avez donc la Commission européenne qui propose un texte, qui est soumis ensuite au vote du Conseil de l'Union. Le Conseil de l'Union valide ou ne valide pas, amende, puis le texte passe au Parlement européen. Le Parlement européen valide, ne valide pas, le texte repasse au niveau du Conseil de l'Union européenne. Ce qu'il faut savoir, c'est que contrairement aux chambres nationales, avec l'Assemblée nationale et le Sénat en France, il n'y a pas l'une des deux institutions qui a le pouvoir de contraindre l'autre. C'est-à-dire que le Parlement européen ne peut pas imposer les textes au Conseil de l'Union européenne. Autrement dit, lorsque pendant les élections européennes, vous avez des candidats qui vous disent qu'ils pourront changer les règles de l'Union européenne par le Parlement européen, c'est faux. Cela passera nécessairement par l'accord des gouvernements,
puisqu'ils votent au sein du Conseil de l'Union européenne. Alors, les citoyens ont également une possibilité de déposer une pétition. Pétition qui porterait sur un sujet qu'ils voudraient voir discuter, voire adopter un règlement européen sur la base de cette pétition. Le problème, c'est que cette pétition n'est pas contraignante, il ne s'agit pas d'une forme de RIC, mais plutôt d'une proposition qui est faite à la Commission, celle-ci étant totalement libre de la refuser. La Commission, pour revenir à elle, maîtrise l'agenda des textes qui sont votés par les instances de l'Union européenne. En effet, c'est la Commission qui écrit les textes, souvent appuyée par des lobbyistes, et qui va proposer ces textes aux États, sachant que c'est elle qui décide lors de chaque séance du Conseil de l'Union européenne quels sont les textes mis au vote, ce qui lui permet de jouer sur les intérêts divergents de chacun des États. Exemple typique, vous avez un texte relatif à l'industrie qui va être voté, en même temps qu'un texte relatif à l'agriculture. Vous savez que les Français vont être intéressés par le texte sur l'agriculture, que les Allemands vont être intéressés par le texte sur l'industrie, et en combinant le calendrier de manière à faire coller et concorder le vote de ces deux textes, vous pouvez arriver à emporter la décision des États dans le sens que vous voulez. Alors, ce fonctionnement de l'Union européenne est en plus complexifié par des modes de décision différents selon les sujets. Vous avez notamment des décisions à l'unanimité, ce qui veut dire que chaque État, peu importe sa taille, a un veto. Il concerne la fiscalité, il concerne la politique sociale, il concerne notamment la politique étrangère et de sécurité commune, ce qui veut dire que dans ces cas-là, lorsqu'on vous dit qu'on arrivera à imposer une Europe qui empêche l'évasion fiscale ou une Europe sociale, on vous ment. Ce n'est pas possible, car vous aurez toujours des États qui sont intéressés, qui pourront voter contre les textes que vous proposez. Enfin, il y a également une majorité qualifiée. Je vous passe le détail du système qui est extrêmement complexe, mais il repose tant sur la population représentée par les États qui votent que par le nombre d'États en question. Vous me direz, nous pouvons tout à fait changer les règles de fonctionnement de l'Union européenne qui ne conviennent pas. Eh bien non, parce qu'au titre des décisions à l'unanimité qui sont prises par le Conseil européen figure le changement des traités. C'est logique, c'est une pure logique contractuelle. Lorsque vous signez un contrat avec quelqu'un, vous ne pouvez pas unilatéralement changer ce contrat. Eh bien, dans les textes internationaux, cela fonctionne pareil, et l'Union européenne n'échappe pas à la règle. C'est d'ailleurs prévu par les traités. Il faudrait donc que vous ayez l'unanimité des États pour, par exemple, revenir sur la question de l'unanimité lors des votes de la politique fiscale, de la politique sociale. Et évidemment, les États qui en bénéficient vont le refuser. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes dans une forme de statu quo. L'Union européenne ne peut pas plus avancer, elle ne peut pas reculer. Et elle est aujourd'hui totalement dysfonctionnelle. Désobéir, est-ce crédible? C'est souvent l'argument que l'on entend de la part des personnes qui sont critiques de l'Union européenne et qui disent « au fond, lorsque l'on sera au pouvoir, on fera bien ce qu'on veut et l'Union européenne, combien de divisions ?» Vous allez voir que les choses sont un peu plus compliquées que ça. Nous aurons des rétorsions externes, mais également des rétorsions internes. Les premières consistent d'abord dans les sanctions que peut appliquer l'Union européenne. En effet, elle peut nous mettre des amendes. Ces amendes peuvent être assorties d'astreintes qui peuvent avoir des coûts extrêmement élevés. Parce que plus les jours passent et plus les manquements perdurent, plus vous allez avoir une amende qui va augmenter par le jeu de l'astreinte. Vous pouvez également voir votre droit de vote suspendu au moment des conseils de l'Union européenne. Donc vous ne prendrez même plus part au processus décisionnel. Mais ceci n'est pas vraiment le pire. Je rappelle que la France n'a pas la maîtrise de sa monnaie et que la Banque centrale européenne, qui émet l'euro, décide des taux directeurs des banques françaises. Elle peut décider de ne plus racheter les obligations d'État françaises et mettre l'économie française à genoux. Alors, certes, cette solution-là n'est pas prévue par les textes européens, mais quelque part, la BCE aurait-elle des scrupules à venir utiliser des prérogatives qui ne sont pas les siennes, alors que vous-même, vous ne respectez pas les textes européens? Enfin, on peut tout à fait imaginer des rétorsions de la part des autres États. C'est-à-dire que si vous appliquez des règles qui sont totalement dérogatoires et qui violent le droit européen, vous pouvez avoir des effets miroirs de la part des autres pays européens. Enfin, gardez à l'esprit une chose, c'est que
l'Union européenne n'a pas l'agenda d'un gouvernement qui serait élu. En effet, nous l'avons vu dans d'autres vidéos, l'Union européenne n'est pas d'essence démocratique. Elle n'a donc pas besoin de renouveler l'assentiment populaire de manière régulière, tandis qu'un gouvernement, oui. Imaginez donc qu'un gouvernement arrive au pouvoir avec un programme de désobéissance, qu'il soit mis à genoux économiquement par l'Union européenne, il sera évidemment balayé aux élections suivantes, tandis que l'Union européenne, elle, restera là. Le temps joue pour elle. Cette peur des résistances et des rétentions de la part de l'Union européenne est tellement vraie que nous en avons eu plusieurs exemples par le passé. Que l'on se souvienne de la Grèce, qui avait pourtant voté un référendum contre la Troïka par le gouvernement de Tsipras et qui s'est totalement déjugé par la suite. Que l'on pense également au gouvernement Salvini, qui a revu son budget alors qu'il avait fait constituer son gouvernement avec 5 étoiles, sous la menace de la BCE et de la Commission européenne. Que l'on regarde également Giorgia Meloni, qui avait fait tout son programme sur une lutte féroce contre l'immigration et qui vient de régulariser 500 000 immigrés pour l'année 2023. Voyons maintenant les résistances internes qui sont possibles à la désobéissance du droit européen. Vous le savez, notre organisation étatique repose sur la Constitution. Notre Constitution, c'est le document juridique qui fixe les règles de fonctionnement de notre État. Au sein de notre Constitution, 2 articles particulièrement donnent du poids aux traités, mais également à tout le droit dérivé européen, directives, règlements, de manière à ce qu'ils s'appliquent dans le droit français. Il s'agit de l'article 55, qui est relatif aux traités internationaux, et de l'article 88.1, qui est relatif spécifiquement à l'appartenance de la France dans l'Union européenne. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que dans notre texte fondamental, tant l'appartenance à l'Union européenne que la supériorité des traités et des textes internationaux sur la loi sont prévus. Cette supériorité est également consacrée par la jurisprudence. La jurisprudence, pour faire simple, ce sont les décisions passées des juges sur des sujets précis. En France, les juges considèrent que le droit international, et notamment le droit européen, est supérieur aux lois. Ce qui ne veut pas dire qu'ils peuvent censurer une loi, mais décider tout simplement que dans le cas d'un litige ou d'un contentieux, ils ne l'appliquent pas. Pour prendre un exemple qui est relativement courant, en matière d'immigration, il est assez courant que le juge national, le juge français, écarte une loi parce qu'elle est contraire à la Convention européenne des droits de l'homme ou à telle ou telle directive ou règlement européen. Certaines personnes pensent faire preuve d'habileté en disant qu'il ne suffit après tout que de changer la Constitution française pour ne plus avoir à respecter le droit européen. S'il est vrai que dans la tradition constitutionnelle française, la Constitution est supérieure à toute autre norme juridique, ce qui fait que, de manière paradoxale, on doit changer la Constitution lorsque l'on décide d'adopter un traité international qui viendrait à contrevenir aux règles qu'elle prévoit. Ceci est en réalité une fausse habileté. Pourquoi? Imaginons que vous décidiez de revenir sur l'article 55 que j'ai évoqué, qui prévoit la supériorité des traités sur les lois. Vous ne retirez pas pour autant l'article 88.1 qui prévoit l'appartenance à l'Union européenne. In fine, qui va décider? Eh bien, c'est le juge. C'est le Conseil constitutionnel, le Conseil d'État, la Cour de cassation, les magistrats français. Et leur jurisprudence est relativement claire et stable. Le droit de l'Union européenne est supérieur au droit national. Si ces cours-là ont un doute, elles font appel à la Cour de justice de l'Union européenne par le biais des décisions préjudicielles. Alors, vous pourrez dire, oui, mais les juges, ils feront bien ce qu'on leur dira. Comprenez ce que cela implique. Cela implique au fond un changement de régime. Parce que qu'est-ce que proposent les gens qui disent qu'ils contraindront les juges à faire ce qu'ils veulent sans respecter le droit? Comment les contraindre? Vous les imaginez mettre un gendarme derrière chaque magistrat qui ne viendrait pas appliquer telle loi immigration ou telle loi sur les nationalisations? Est-ce que vous pensez que ceci n'inquiéterait pas plus les Français qu'un référendum sur notre appartenance à l'Union européenne? Bien sûr que non. Enfin, ceux qui vous diraient qu'ils changeraient les 2 articles de la Constitution
et qu'ils inverseraient complètement la hiérarchie des normes et qu'ils changeraient le droit, vous disent tout simplement qu'ils font un Frexit, une sortie de l'Union européenne. Car revenir sur les règles de suprématie du droit européen sur le droit national, c'est précisément sortir de l'Union européenne, car il s'agit de reprendre le contrôle. L'union fait-elle la force? Cet argument est martelé en permanence. L'Union européenne, ce serait le moyen de faire le poids face aux grandes puissances que sont les États-Unis, qu'est la Chine, qu'est la Russie. Est-ce bien vrai? Tout ceci, à mon sens, repose sur une mauvaise définition de ce qu'est la puissance. Qu'est-ce que la puissance? Est-ce une notion complètement arithmétique? Une addition de PIB, une addition de population, une addition de marchandises que l'on va vendre à l'autre bout de la planète? Non. La puissance implique d'avoir un intérêt à défendre, d'avoir une direction à suivre, si vous préférez. Or, il s'avère qu'au sein de l'Union européenne, chaque État conserve son intérêt propre. Par exemple, les Allemands vont avoir intérêt à maximiser leur industrie, et notamment leur industrie de machines, de pièces détachées ou leur industrie automobile. Tandis que la France va plutôt avoir intérêt à maximiser les industries où elle est encore très compétitive à l'international, à savoir le luxe, à savoir l'agriculture de très grande qualité. On le voit parfaitement lors des négociations de traités de libre-échange avec d'autres pays du monde. Les États européens ne tirent pas dans le même sens et certains doivent faire des concessions. On peut également se poser la question pourquoi est-ce qu'il n'y a jamais eu dans l'Union européenne de géants qui soient nés pour concurrencer les GAFAM, par exemple, ou pour concurrencer les géants de l'armement américain, alors que ceci était tout à fait possible. Que l'on repense par exemple à des tentatives de concentration de grandes entreprises, comme celle de Alstom Siemens, qui a été interdit par l'Union européenne elle-même. Ce qui veut dire que l'Union européenne empêche en réalité ce développement d'une puissance que l'on pourrait qualifier d'arithmétique par les règles de son marché et par le dogme qu'elle véhicule dans les traités. Vous le comprenez, cette définition arithmétique de la puissance fausse le jugement. Non, la France n'est pas trop petite sans l'Union européenne. Que l'on y réfléchisse un peu. Tous les acquis de la France, que ce soit le TGV, le nucléaire, nos fusées, notre armée, notre langue qui est parlée à travers le monde, l'attrait de notre culture, la place que nous prenons dans la diplomatie mondiale, le français étant l'une des langues diplomatiques officielles. Tout ceci date d'avant l'Union européenne, car effectivement, il y a eu une France avant l'Union européenne. Et nous vivons justement sur le patrimoine qu'ont bâti nos ancêtres avant que nous rentrions dans cette construction. La France disposait également d'une place singulière dans le concert des nations. Et sa voix aujourd'hui, à l'heure de conflits qui se multiplient sur la planète, manque cruellement. Il y a une vraie demande de retrouver la parole de la France. D'une France libre, d'une France indépendante et d'une France qui ne viendrait pas s'effacer derrière Ursula von der Leyen ou n'importe quel autre technocrate européen. Mon histoire familiale montre qu'à un certain moment, le mot France résonnait pour des milliers de personnes à travers le monde, des étrangers qui sont venus parce que la France signifiait pour eux quelque chose. Ce simple fait devrait nous faire réfléchir à la place que nous donnons à notre pays dans le monde. La France n'est pas une petite puissance, la France n'est pas un pays ridicule, la France n'est pas rien au fond. Enfin, il est illusoire de croire que la France, qui est aujourd'hui la deuxième économie du continent européen, puisse être isolée par les autres pays qui, dans un réflexe enfantin, décideraient de bouder notre pays du fait qu'elle venait à quitter l'Union européenne. De toute évidence, il y aura une autre organisation du continent européen, il y aura une Europe après l'Union européenne. Et cette Europe ne pourra se composer sans la France. L'un des arguments massus des défenseurs de l'Union européenne est de dire que celle-ci nous garantit la paix sur le continent depuis maintenant 80 ans. À quoi fait-on référence lorsque l'on parle de l'Europe, c'est la paix? Évidemment, on parle au dernier conflit mondial. La Seconde Guerre mondiale, qui s'est arrêtée en 1945,
a vu effectivement sur le sol de l'Europe occidentale une absence de conflit armé entre les différents pays. Mais est-ce réellement dû à l'Union européenne? Que l'on se souvienne de l'état dans lequel se trouvait l'Europe à l'époque, ravagée par des années de guerre, la moitié est occupée par l'URSS, la moitié ouest sous protectorat américain. En réalité, le seul affrontement qui pouvait survenir à l'époque était un affrontement Est-Ouest entre les États-Unis et l'Union soviétique. Il s'est avéré que les deux belligérants se sont partagés l'Europe lors de la conférence de Yalta. C'est ça qui a empêché le conflit mondial. L'équilibre de la terreur, l'armement atomique de part et d'autre et la destruction mutuelle assurée ont fait qu'il ne pouvait pas y avoir de guerre sur le continent européen. Vous aviez en plus des pays complètement épuisés, complètement exsangues, qui ne pensaient qu'à la reconstruction. Par la suite, la France a développé son arme atomique. La Grande-Bretagne a développé son arme atomique, de telle sorte qu'il y a aujourd'hui 3 puissances atomiques sur le continent européen. Ce simple fait permet à lui seul d'expliquer l'absence de conflit. Mais il n'est pas le seul. Que l'on regarde les courbes démographiques des différents pays européens, il est évident que des pays vieillissants ne vont pas entrer en conflit l'un avec l'autre. Qui peut sérieusement affirmer que c'est la Commission européenne qui a empêché la survenue d'une guerre sur le continent européen? Cet argument ne tient pas la route, il n'est pas sérieux. Où sont nos élites? Souvent pointés du doigt, les dirigeants français manquent cruellement à l'appel. En effet, que l'on se souvienne des différents membres du gouvernement et l'on se rendra compte de la baisse de niveau abyssale. Prenons quelques exemples. Sibeth Ndiaye a été ministre de la République française. Sibeth Ndiaye. Cette femme qui disait que les Français n'étaient pas capables de mettre un masque au moment de la crise sanitaire. Marlène Schiappa a été ministre de la République française. Nous venons de perdre il y a quelques jours Marie-France Garot. Que l'on compare la chute du personnel politique pour passer de Marie-France Garot à Marlène Schiappa. Pensons également à Castaner. Castaner a été ministre de l'Intérieur. Il faut voir ce que ça représente. Le chef de toutes les polices de France, c'était Castaner. Stéphane Séjourné est aujourd'hui le chef de la diplomatie française. Stéphane Séjourné. Enfin, Bruno Le Maire. Bruno Le Maire qui est censé être ministre des Finances et de l'Économie, l'un des poids lourds du gouvernement, qui est à ce poste depuis 7 ans et qui en est déjà à son 6e bouquin d'écrit. On ne commentera pas la littérature et la prose de Bruno Le Maire. Enfin, ce brave homme n'a-t-il pas autre chose à faire? Alors que nous connaissons aujourd'hui une crise économique majeure et que les Français en souffrent réellement. Pourquoi, au fond, nos dirigeants politiques sont-ils devenus aussi mauvais? Eh bien, quand on y réfléchit, c'est notre perte de souveraineté, la perte du contrôle de son destin, de notre pays, qui provoque ce déclin. Quand on y réfléchit, il n'y a plus besoin d'avoir une certaine envergure, une certaine épaisseur, une culture, une vision pour la France, puisque de toute façon, le cadre est posé ailleurs. Ils n'ont plus les manettes, ils n'ont plus réellement le contrôle, et ils se contentent de faire de la communication à la petite semaine. Ceci est lamentable, et notre peuple mérite réellement mieux. Si nous voulons récupérer un personnel politique de bon niveau, de très bon niveau, comme le mérite la France, eh bien nous devons reprendre le contrôle de notre destin, reprendre le contrôle de notre monnaie, de notre économie, de notre politique étrangère, de notre défense, de notre industrie, de notre politique sociale. Nous devons reprendre le contrôle de tout cela. Et c'est seulement par la responsabilité que nous retrouverons des dirigeants capables d'incarner nos vertus républicaines. Voilà, j'estime que ce thème permet de poser la question, au moins, de la pertinence de l'existence de l'Union européenne et mériterait que l'on pose la question aux Français par un référendum.
Voilà qui conclut cette intervention sur les 10 raisons qui rendent urgente de consulter par référendum le peuple sur notre appartenance à l'Union européenne. Je vous renvoie une nouvelle fois au site referendum-e.org dont le lien sera en description pour signer la pétition. Je remercie Antoine pour son intervention et pour sa venue. Merci Kylian. Quant à nous, nous nous retrouvons très bientôt pour un nouveau format franc-parler. Si ce type de vidéo vous a intéressé, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche pour être informé des prochains contenus. Et si vous voulez nous aider, aimez, partagez et commentez cette vidéo sur tous vos réseaux. Ne souris pas tout le long parce qu'effectivement ça fait... Oui, parce que si tu ça parles fait 5 concon. minutes et que je suis... Ça fait concon, oui voilà, ça fait concon. Sans les dents. Non, sans les dents, oui. Non, mais par contre, il sait insister sur des trucs dont on se fout. Par exemple, l'Union européenne... bout de Bavière. Oui, c'est ça. Qui ne saute pas, Marseillais, c'est bien ça, tu vois. Ouais, mais ça, faut pas le dire, Gilles. Si tu savais tout ce que je dis pas. Ça commence à faire lourd là. À peser. C'est une construction byzantine faite par des juristes. Hein. Donc, surtout pas laisser les juristes écrire des choses, si on veut que ça marche. C'est quand même la base. Le formatage de l'autre, donc là c'est parti. À tes ordres. Là c'est parti. C'est mon côté un peu... Tu sais comment on m'appelle dans la famille? Non. Benito. Dans la famille. Dans la famille. Terminé. On va? Allez, la bectance. Est-ce que vous trouvez ça normal? Pause. Je sais pas si je change la fin, si je dis autre chose. C'est très bien. Ouais. À moins que tu aies d'autres choses à dire sur ce sujet-là. Ah, j'ai pas parlé de l'exemple danois. Ah non, mais tu voulais t'arrêter là? Non. Donc là, je vais enchaîner avec l'exemple danois. Et après, la volonté affichée de l'Union européenne de favoriser l'immigration. Ok, excusez-moi, je commence un peu à fatiguer. Que l'on force des États à mettre du XL, alors qu'en réalité, ils mettraient plutôt une taille médium, et qu'on impose une taille XS à certains dont en réalité, ils devraient avoir une taille médium. Stop, ce que je viens de dire est totalement incohérent, donc je reprends. Ça n'a pas de sens. Il faut imposer la taille médium à tout le monde. L'autre gros problème de l'euro, c'est qu'il empêche en réalité d'avoir une politique nationale économique réellement ambitieuse. Oui, oui, c'est un mot technique. Ouais, ouais.